Bonjour. L'objectif de cet après-midi, c'est de parler un petit peu de souveraineté numérique, agriculture, donc comment protéger et valoriser les données agricoles. Donc je vais essayer de vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire grâce au numérique en termes de souveraineté. Alors juste pour me présenter, moi je m'appelle Victoria, je suis responsable du service intelligence artificielle chez Advancel. Je suis un GA-agro de métier, je gère une équipe de data scientist. Donc je suis très spécialisée sur tout ce qui est intelligence artificielle, projet de données, et j'accompagne les clients dans la définition de leur stratégie data et IA, notamment au travers de prestations de conseil. Donc juste micro-parenthèse et après je ne rentrerai plus dans le détail, mais Advancel, on est une société de services numériques qui existe depuis plus de 50 ans, spécialisée dans le secteur agricole et on se diversifie vers les filières agroalimentaires et qui accompagne les entreprises finalement avec un grand nombre de prestations pour les aider au niveau du numérique, donc tant au niveau conseil, audit, mais on a aussi par exemple notre propre data center de niveau tier 3+. Alors c'est pas mon domaine d'expertise évidemment, la partie hébergement, mais pour autant je pense que c'est un élément très important puisqu'aujourd'hui on parle ici de souveraineté. Et de mon côté je pilote l'offre data et intelligence artificielle, sachant que le cœur battant de l'entreprise reste quand même le développement sur mesure, c'est-à-dire qu'on va développer pour des entreprises des solutions numériques dont à la fin elles auront la propriété. Alors pour parler un petit peu de souveraineté et de données agricoles, je vais essayer de découper le propos en 3 grandes parties finalement. Donc une intro, mais surtout parler un petit peu des données pour donner un petit peu le contexte, les données agricoles. Ensuite, comment on la protège cette donnée, comment on la valorise avec, on le sait, ce fameux serpent de mer qui est l'interopérabilité. Et puis évidemment, puisque c'est mon domaine d'expertise, on va parler un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, avant de terminer sur quelques perspectives et recommandations. Alors juste, qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Alors la souveraineté numérique, c'est la capacité d'avoir le contrôle de son propre destin numérique. Donc ça paraît un peu bateau comme ça, mais c'est un vrai enjeu. Et tant sur 3 niveaux, on parle d'infrastructure, de logiciels et de données sur lesquelles on se repose, mais aussi qu'on peut produire. Alors il y a 3 couches fondamentales qui définissent la souveraineté numérique. Donc l'infrastructure, j'en ai parlé, c'est ce qu'on appelle la couche physique. Donc c'est les serveurs, c'est tout ce qui va être vraiment réseau, capteurs. Donc les capteurs en agriculture, on sait que c'est un enjeu. Ensuite, on va avoir la couche logicielle et réglementaire. Donc à qui appartiennent les logiciels qu'on va utiliser et puis quelles sont les réglementations qui vont légiférer, qui vont organiser finalement la production. Et puis la couche de données. À qui appartiennent les données, comment est-ce qu'elles, les flux de données, comment elles circulent, comment on les utilise, qui y a accès. Tout ça, c'est un enjeu. Alors, pourquoi c'est un enjeu la souveraineté numérique? Le numérique, il va aider finalement, il va soutenir la filière agricole parce qu'il va aider déjà à mieux anticiper. Là, clairement, en intelligence artificielle, c'est très clair. Détecter précocement des pathologies, par exemple en élevage, anticiper des problématiques de production par rapport, par exemple, à une modification pédoclimatique. On va aussi avoir besoin de mieux produire. Donc, notamment dans un marché qui est très concurrentiel, ça va être d'être capable de mieux observer. Donc ça va être pour moi, par exemple en IA, tout ce qui est analyse d'images, de sons, etc. Mais aussi d'optimisation, réduction des intrants, optimisation du rendement, on le sait. Et puis le mieux vendre, hein, parce que comme on le sait, on est dans un marché, je l'ai déjà dit, concurrentiel. Donc anticiper, fluidifier la relation client, prévoir des courbes de prix par exemple. Et transversalement à ça, parce que c'est important et on a un modèle français agricole qui est bien particulier, le mieux vivre aussi, parce qu'on a des éleveurs qui, en France, travaillent 7 jours sur 7, qui ont des conditions de travail particulières, parce que si on compare par exemple à certains voisins transatlantiques, on pourrait dire, eux, ils ont un modèle qui est beaucoup plus d'entreprise classique sur un système agricole. Alors, pourquoi la donnée, c'est important? Alors, déjà, c'est une ressource clé vis-à-vis de cette compétitivité. Quand on parle de souveraineté, c'est le fait de maîtriser son propre destin. Du coup, pouvoir optimiser les pratiques, mieux piloter les exploitations, être capable de tracer, vraiment, donc tout ce qui est traçabilité, et garantir la qualité des produits. Donc là, on va revenir un peu plus en détail là-dessus. Il faut limiter la dépendance aux plateformes numériques.
Donc nous, en tout cas, c'est clairement les valeurs qu'on essaie de véhiculer à Adventiel. On pense vraiment qu'il faut plutôt aller vers des solutions propriétaires, parce qu'aujourd'hui, on repose beaucoup sur des solutions qui sont étrangères. Et on pense que la captation que le fait de reposer sur des solutions qui peuvent être extra-européennes peuvent créer un risque de captation des données. Et on le voit en tout cas en France. Aujourd'hui, les agriculteurs, l'agriculture génère énormément de données, beaucoup de données, mais la valeur qui est générée par ces données est très rarement redistribuée jusqu'aux producteurs. Donc il y a ce qu'on appelle une asymétrie de valeur qui est très forte sur le secteur agricole et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres industries. Il y a des risques et des enjeux. Donc, le risque, c'est la perte de contrôle des infrastructures et des données. Vous avez dû voir qu'il y a beaucoup d'investissements là, qui ont été faits en intelligence artificielle et c'est notamment des investissements pour monter des gros data centers en France. Alors, c'est bien de monter des data centers en France, mais les nouveaux qui sont montés, ils sont financés par des pays étrangers. On pense au Qatar, aux Émirats arabes unis. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant. Alors, c'est déjà bien que ce soit localisé en France, mais il faut faire attention à qui possède les data centers. Le risque aussi, c'est lié au fait que les ressources, les richesses ne sont pas redistribuées jusqu'aux producteurs. C'est que ces données, en plus, elles sont monétisées à l'extérieur. Et puis, ça peut créer des problèmes de gouvernance. Alors, la gouvernance, évidemment, ça, c'est quelque chose de très politique. Nous, on ne s'en mêle pas, mais c'est vrai que le numérique peut soutenir une stratégie de gouvernance. Dans le cadre, et là, on rentre dans le grand cadre, de la construction d'un modèle qui serait souverain. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir des infrastructures qui sont européennes et de soutenir l'autonomie des filières. Alors, très rapidement, un petit panorama des données qu'on a. Déjà, je vais vous donner un extrait, un échantillon, et ça vous montre un petit peu la diversité. Rien que sur une exploitation agricole laitière bovine, vous avez énormément de données. Déjà, la première source de données, c'est l'éleveur. Oh mince, ça y est. C'est l'éleveur. Donc l'éleveur qui finalement connaît le mieux son exploitation, qui a énormément qui a beaucoup de connaissances sur son exploitation, c'est ce qu'on appelle de la donnée empirique, qui est particulièrement compliquée à collecter. Ça nécessite d'avoir des formulaires ou alors d'essayer de centraliser des données si déjà c'est ailleurs. On a beaucoup de données de type capteur. Donc capteur, ça peut être des capteurs d'ambiance, température, humidité, des capteurs, des pesons. Ça peut être vraiment aussi des vidéos et des micros. Et puis on a énormément de données sur nos outils de production. Par exemple, si on continue sur la vache, on a sa génétique, on a sa production de lait, on sait ce qu'elle mange, on connaît son statut sanitaire, on peut lui mettre des colliers et savoir où elle est géolocalisée. Et puis on peut aussi, grâce aux colliers, par exemple, mesurer son rythme cardiaque, sa rumination et avoir pas mal de données physiologiques. Et puis en plus de ça, on peut aller chercher des données abiotiques, des données externes, donc tout ce qui est météorologie, données satellites. Donc ça, c'est juste un extrait des données qu'on peut avoir déjà dès l'exploitation, mais en fait, c'est une vision vraiment... c'est un échantillon, c'est une vision extrêmement réduite. Alors, le problème, c'est que ces données, quand on les collecte, il y a souvent un souci de qualité. Alors, il y a 6 grands piliers de qualité des données, je ne vais pas vous tous vous détailler. Mais il y a déjà des premiers problèmes, ça va être la validité par exemple des données. Les erreurs de saisie, tout ça, ça va être quelque chose qui va poser problème. La complétude aussi des données. Parce qu'il suffit qu'il y ait un capteur qui tombe en panne dans 3 jours, comment j'interprète si j'ai besoin de l'historique des 15 derniers jours pour savoir s'il y a une anomalie. La précision. Est-ce que mon modèle... est-ce que mes données sont suffisamment précises? Aujourd'hui, on est sur des producteurs, par exemple en volaille, qui veulent prédire le poids à l'abattage des fois à 5-10 grammes près. 10 grammes près, c'est même beaucoup. Si les données que j'ai collectées, elles sont à 50-100 grammes près, c'est pas bon. Et puis on le sait, les poulets lourds, ils montent moins sur les pesons. Donc en fait, on a des données qui sont très approximées. Est-ce que mes données, elles sont disponibles? Parce que finalement, s'il faut que j'aille dans l'élevage pour récupérer les données sur une clé USB, ce qui se passe souvent avec les stations météo, c'est pas très simple d'accès. Est-ce qu'elles sont actuelles? On a vraiment ce problème avec les données satellites, parce que les données satellites, quand le satellite passe, s'il y a des nuages, on peut avoir plusieurs jours sans aucune donnée. Et puis, est-ce qu'elles sont cohérentes? Donc ça, c'est une notion qui est peut-être un peu plus complexe à aborder, mais tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à la qualité des données. Alors, en plus, non seulement il faut qu'elles soient de bonne qualité, mais en plus, il faut limiter les biais.
C'est deux notions différentes. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais y passer des heures. Mais dans toute base de données, on a des biais de collecte. C'est normal. On va avoir des biais de sélection parce qu'on va avoir... comme par hasard, des données qui sont issues de fermes pilotes, qui sont les plus belles exploitations. Et après, quand on va vouloir extrapoler sur d'autres types de fermes, comme par hasard, ça va moins bien fonctionner. Des biais de confirmation, des biais d'observation. Et après, il y a 6 grands types de biais. Les biais de reporting, les biais de mesure. Les biais de mesure, typiquement, quand je vous ai parlé des pesons, c'est un biais de mesure. Et les biais d'exclusion, qui sont aussi très très fréquents en agriculture. Alors, clairement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour limiter ces biais et en général, ça passe par la bonne définition du protocole de collecte de données, donc s'assurer que les capteurs, déjà, ils ont été standardisés, qu'on les a bien choisis et puis qu'on a mis en place une démarche expérimentale, une démarche scientifique pour cette collecte de données avec des choix de conditions expérimentales qui vont être représentatifs de la cible. Et je vais terminer sur les données, mais c'est un élément très 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 important sur notre sujet de la souveraineté. En plus, c'est jusqu'où on va. Parce qu'on le sait, c'est pas très frugal de collecter beaucoup de données. Donc il faut savoir filtrer ces données. Le problème, c'est que si on filtre trop, on peut aussi tomber dans ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Le paradoxe de Simpson, il est très bien représenté par ce gif qui est extrait de Wikipédia, mais je le trouve vraiment bien fait. En fait, si vous n'avez pas toute l'information, par exemple, vous n'avez pas l'information de couleur ici, vous pouvez penser que vous êtes ici sur une tendance qui décroît. Et en fait, si vous rajoutez juste l'information de couleur, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez que vous êtes sur des tendances croissantes par groupe. Donc, c'est quand même fort parce que cet effet de Joule-Simpson, le paradoxe de Simpson, il a été démontré dans des études scientifiques en 2012 et 2013 qu'à l'époque, plus de 80% des publications scientifiques étaient fausses. Parce qu'on n'avait pas l'information à l'époque microbiologique, par exemple génétique, génomique. Et donc, en fait, on n'avait pas les sous-informations, le détail. Donc ça, c'est important, ça permet de prendre du recul et de se dire, est-ce que mes données, elles sont vraiment bonnes ou est-ce que j'interprète totalement de travers? Surtout qu'il y a plusieurs niveaux dans la donnée. Là, je parle de données brutes. Par exemple, quand on parle de bien-être animal, on va avoir une vidéo. Une vidéo, est-ce que ça a de l'intérêt? C'est limite. Par contre, sur cette vidéo, je peux calculer des données, par exemple. Donc c'est quoi? Ça va être, j'ai détecté un petit porcelet sur la vidéo, j'ai calculé sa vitesse. Je sais qu'il est positionné à X, Y dans mon image. Bon, ça c'est une donnée calculée. Est-ce que ça apporte de la valeur à l'éleveur? Non. Mais par contre, ça va nous permettre de faire un deuxième niveau de valorisation. Il faut que je me rapproche. Qui sont les indicateurs. Par exemple, puisque mes animaux, ils sont vigoureux. Ça, c'est un indicateur. Est-ce qu'ils sont tous regroupés les uns contre les autres? Est-ce qu'ils ont de l'espace disponible? C'est des indicateurs typiquement que les ingés agro, mes collègues, mes confrères, adorent parce que ça leur permet derrière d'interpréter, parce qu'eux ont cette capacité avec leur expertise métier de transformer cette somme d'indicateurs zootechniques en informations qui vont, elles, être utiles à l'éleveur ou dans le cadre d'un cahier des charges, par exemple. Je sais que je suis dans une situation à risque parce que j'ai détecté qu'il y avait des toux, que mes animaux ils sont un peu plus mous que d'habitude et donc, attention, je suis dans une situation à risque. Donc ça, c'est les 3 niveaux de valorisation des données. Bon, là, j'ai beaucoup parlé de données, donc c'est vrai que c'est compliqué de se projeter sur la souveraineté, mais je vais essayer de tirer un peu le fil. Alors ces données, déjà, il faut les protéger parce que malgré tout, elles ont beaucoup de valeur. Elles ont beaucoup de valeur, elles sont difficiles à collecter. C'est comme l'image que pourraient avoir nos grands-parents de l'or, la mine d'or. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de minerai pour faire des cartes graphiques. Mais vraiment de se dire comment je peux sécuriser cette donnée parce que derrière, elle va apporter de la valeur. Alors pour ça, il y a plusieurs principes. Déjà, on va essayer de sécuriser la donnée à la source. Dès les capteurs, parce que finalement, un bon hacker, il est assez bon pour aller récupérer les données. Ensuite, il y a toute une question de qui y a accès, la confidentialité, le consentement. Oui, parce que l'éleveur, il génère beaucoup de données, mais il faut qu'il consente à ce que tel ou tel organisme y ait accès, l'utilise, dans quel cadre, conserve ces données pendant combien de temps. Et par exemple, à Adventiel, on a participé au développement de Agatha Consent, qui à l'époque était la première chaîne de consentement agricole basée sur de la blockchain. Il y a un risque de fuite et d'appropriation par d'autres acteurs. Et ça, c'est important.
Et puis, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il faut que les données elles soient stockées aussi dans des environnements qui sont sécurisés. Alors là, ça ne parle pas trop, mais je vais vous donner un exemple sur le monitoring sonore. En fait, nous, on a pris la stratégie du edge computing. Le edge computing, c'est quoi? C'est dire, tous les calculs, on ne les fait pas sur le web, on les fait en local à la ferme, dans un boîtier. Il n'y a pas besoin d'être branché sur Internet. À la limite, ce qu'on va remonter sur Internet, c'est les fameux indicateurs, mais jamais les données brutes, sauf s'il y a besoin d'une preuve, par exemple. Jamais les données calculées, parce que ça prend trop de place, mais on va remonter vraiment que les indicateurs. Alors, un exemple, c'est l'analyse du son. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on se différencie à Adventiel. L'analyse d'image, tout le monde sait en faire. L'analyse du son, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, complexe et simple à la fois. Donc, le principe est simple. Vous mettez un Alexa dans l'élevage. Bon, alors, par contre, votre Alexa, vous lui dites bonjour. Il sait reconnaître bonjour. Il n'y a pas de souci parce qu'il a eu tous les sous-titres de tous les films. Et donc, il sait que quand il y a un audio bonjour, il sait caler par rapport au bonjour. Maintenant, vous voulez savoir si le cochon il est en train de grogner ou couiner ou si la poule est en train de piailler ou de ronronner. Vous n'avez pas aujourd'hui sur le web des banques audio avec piou-piou, ronron, grogne. Vous n'avez pas les sous-titres. Donc comment on les fait ces sous-titres? Ça, c'est une question. Je vais vous montrer après. Et donc on va ici mettre notre moteur d'intelligence artificielle directement sur un boîtier à la ferme qui va remonter ces indicateurs temporels, ces événements temporels sur une base de données en local. Et c'est uniquement à partir des indicateurs calculés ou des données calculées ou des indicateurs qui vont remonter sur le serveur web sur lequel on va pouvoir brancher des applications, par exemple pour envoyer des alertes. Alors là où c'est un enjeu de souveraineté, c'est que déjà on a mis en local l'analyse. Donc, comme on a mis en local l'analyse, on limite évidemment les flux de données, ça règle le problème de la confidentialité. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va permettre aux entreprises d'entraîner leur propre modèle, dont ils sont propriétaires, avec leur propre expertise sur leurs propres données. Donc, je donne un exemple sur ces fameux sous-titres. On a développé une application qui rentre donc dans le cadre de Earwise, notre solution complète d'aide au monitoring sonore, qui permettent finalement d'aller charger les vidéos qui vont nous servir pour l'entraînement. Nos fameux sous-titres de référence qu'on va créer, ça va être sur des vidéos. Donc là, on le fait dans l'interface parce qu'on est sur des petits volumes de données. Mais des fois, il faut un petit coup de tournevis de nos équipes. Quand vous nous envoyez 50 téraoctets de données, vous n'allez pas le charger sur le web. Et là, nous, on va faire une petite moulinette qui va aller récupérer dans les bandes audio tous les sons qui se ressemblent. Alors là, je suis désolée, c'est pas très agricole. Enfin, quoique, vous pouvez aller au stand 2.1, enfin au hall 2.1. Pour la confidentialité des données de nos clients, j'ai pris des vidéos de petits chats. Donc c'est pas très agricole, mais je peux pas parler des projets de nos clients. Ils sont tous confidentiels, malheureusement. Et en fait, le but ici, ça va être de regrouper les extraits de vidéos où les sons se ressemblent. Parce que finalement, si vous avez toujours... Là, vous allez avoir, par exemple, beaucoup de moments où les chatons vont jouer à la baballe. Sur 2h30 d'audio, il y a plus d'1 heure où on entend la baballe. En fait, nous, on va mettre toutes les babales d'un côté. Vous allez en écouter un extrait. Et on sait que les autres sons qui sont pareils, c'est aussi de la baballe. Et vous avez besoin d'écouter que 30 secondes, 1 minute de baballe. Et après, on écoute le reste. Et ça permet de se focaliser vraiment. Le premier groupe, il est toujours hétérogène, c'est normal. Et en plus de ça, les 10 premiers sons, parce qu'on l'a paramétré tout à l'heure, c'est toujours les sons les plus différents du groupe. Alors ici, en plus, vous voyez qu'on peut voir des comportements qu'on ne verrait pas quand il y a la présence d'un opérateur. L'éleveur, quand il rentre dans son bâtiment, les animaux, ils pensent qu'il y a une chose, il va nous donner à manger. Enfin voilà, il y a quand même un effet sur le comportement. Là, vous avez quand même quelque chose de très, très objectif finalement. Et puis, on va pouvoir redécouper le groupe de manière itérative jusqu'à obtenir, nous, ce qu'on appelle des clusters, des groupes qui sont très homogènes, où là, par exemple, vous avez un groupe où on n'entend que la baballe. Et il n'y a pas besoin de tout écouter, vous cliquez sur « Étiqueter tout » et vous considérez que tout a été étiqueté. Et petit à petit, là, comme ça, en quelques minutes, au lieu de passer des heures, des jours à écouter des audios et à refaire les sous-titres vous-même, souvent c'est des éthologues qui, pour le coup, sont peu nombreux en plus, vous allez vous créer votre banque de sous-titres. Et nous, on a créé la machinerie pour, à partir de vos propres données, votre propre expertise, parce que vous avez mis vos propres sous-titres. Chacun va interpréter différemment les sons. Donc vos propres données, votre propre expertise, générer vos propres modèles d'écoute en élevage que vous allez pouvoir déployer.
Et là, c'est vraiment du 100% propriétaire. Donc ça répond à un enjeu de souveraineté. Sur la valorisation, je vais vous donner 3-4 exemples, 4, très rapidement, qui font que vraiment on peut utiliser ces données pour générer de la valeur. Bon, il y a un enjeu, tout d'abord, un point bloquant quand même sur la valorisation, et les fameux serpents de mer dont je parlais au tout début, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, une entreprise, une coopérative, si elle veut générer de la valeur, il faut qu'elle récupère des données d'un peu tout le monde. Jamais avec les mêmes connecteurs. On a très peu de formats d'API standards, par exemple. Et donc, on va vouloir non seulement récupérer les données de l'exploitation, mais aussi potentiellement aller chercher des données météo, avoir des données des fournisseurs matériels, avoir les données des autres entreprises privées avec lesquelles on pourrait collaborer. Et centraliser ces données, c'est vraiment un enjeu. Alors, nous, on a relevé un petit peu le défi dans le cadre de Vetling Platform, qui est un projet qu'on a développé qui est un sous-projet qu'on a développé dans le cadre du projet collaboratif 5G for Agri, avec plusieurs acteurs partenaires, notamment l'école vétérinaire de Nantes. L'objectif, c'était d'aller récupérer tout un tas d'informations sur un élevage laitier, de plein de sources différentes, et pour permettre aux vétérinaires qui est à distance sur des zones où malheureusement il y a aujourd'hui un maillage territorial vétérinaire beaucoup trop faible, de pouvoir prendre le maximum d'informations à distance, en visio avec l'éleveur qui est sur son téléphone, qu'on voit en haut à droite, pour l'aiguiller et savoir s'il y a vraiment besoin qu'il se déplace. Donc ça permet de faire de la pré-qualification et comme ça de participer à la résilience des territoires. Donc finalement ici, vous voyez les données, elles génèrent de la valeur parce que on va essayer de détendre cette pression qui est liée à la désertification médicale. Je précise quand même que la télémédecine vétérinaire est interdite aujourd'hui en France. Ça a été développé avec l'école vétérinaire de Nantes en tant que plateforme d'expérimentation pour pouvoir définir ultérieurement un cadre réglementaire d'application. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une application qui est largement déployée chez les vétérinaires, hein, c'est vraiment encore en test. Bon, il y a un autre enjeu de souveraineté, on en a parlé, hein, c'est essentiel, c'est l'argent. Là, je voulais vous montrer un exemple de comment on peut utiliser la donnée pour ramener la valeur à l'agriculteur. En fait, Chronopature, c'est un projet qu'on a développé pour l'une de nos filiales SGPI qui s'adresse aux laiteries. Vous avez des colliers, donc des colliers qui vont être purement GPS, qu'on va mettre sur uniquement 2 vaches du troupeau. Et l'objectif, ça va être de suivre les mouvements des animaux pour savoir où est-ce qu'elles vont pâturer. Alors ça peut paraître un peu du flicage, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui le consommateur il est prêt à payer plus cher si sur sa bouteille de lait c'est écrit lait de pâturage. Ok. Donc l'éleveur, il va pour ça, il va devoir faire rentrer dans un cahier des charges, qui est parfois un peu compliqué, justifier de ses pratiques. Là, juste avec le collier, on est capable de dire oui, la vache elle a pâturé suffisamment ou non. Donc ça permet directement non seulement de vendre le lait plus cher, mais aussi de redistribuer la valeur en amont, puisqu'ici Chronopature est directement connecté au logiciel qui gère la paye du lait. Et ça apporte aussi d'autres services à l'éleveur, puisque ici, les animaux, on le sait, il faut les mettre à un bon niveau d'herbe. S'il n'y a pas assez d'herbe, évidemment, ça ne leur plaît pas. S'il y a trop d'herbe, elles vont piétiner l'herbe. Et donc, vous allez moins bien valoriser le potentiel. Et donc, nous, on a utilisé les données satellites, là, qui pour le coup ne sont pas les données des meilleures qualités, puisqu'il y a l'enjeu des nuages, mais qui permet quand même, la plupart du temps, d'indiquer à l'éleveur les zones où il y a la meilleure herbe pour optimiser le pâturage. Autre exemple de participation à la souveraineté, si on veut préserver notre modèle agricole aujourd'hui en France, il faut résoudre ce problème de transmission. On le sait, c'est un enjeu de réussir à transmettre les exploitations. Et donc, on a notamment participé dans le sujet de la résilience. Déjà, la transmission sur des petites durées. Quand on part en vacances, par exemple, le fait de formaliser les protocoles dans une application qui s'appelle ici Replace Me, ça permet justement de limiter les risques liés au départ. C'est-à-dire quand il y a un remplaçant qui arrive dans une ferme, il ne sait pas forcément qu'il doit tourner la vanne dans un sens ou dans un autre. Enfin, il faut y être confronté. Hein. Mais du coup, voilà, il y a pas mal d'enjeux. Et puis, autre type d'application qui permet de soutenir la relation avec les vétérinaires, avec par exemple un système qui permet d'alerter les éleveurs quand les vétos ont du retard pour éviter de garder les animaux trop longtemps au cornadi.
Bon, je passe rapidement parce qu'on me fait signe, mais sur le sujet de l'IA, j'aime bien rappeler la définition de l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui développent des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, donc le raisonnement, l'apprentissage. Bon, faites la différence entre l'algorithme, le modèle et le machine learning. Le modèle, c'est vraiment la représentation simplifiée d'un système, donc c'est votre droite. Et le machine learning, c'est le fait que votre droite, vous allez l'ajuster en fonction de points de données. Donc vous allez vraiment utiliser des algorithmes, donc un enchaînement d'instructions pour créer ou ajuster des modèles. Alors, il y a un point qui est important et je pense que c'est un enjeu de souveraineté. Si vous lisez ce petit livre qui s'appelle « L'IA, notre ambition pour la France », qui est disponible gratuitement en PDF, qui est vraiment un collectif d'experts en IA en France qui ont été mobilisés pour rédiger ce document et qui est soutenu par le gouvernement. Dans ce document, dès le début, ils disent ça. En l'absence d'adoption rapide et structurelle, chacune des entreprises françaises sera confrontée à l'érosion de ses parts de marché, de ses marges, de sa valeur, mais aussi de risque de son éviction par un nouvel acteur. Ce qui signifie que toute entreprise française, si elle ne prend pas le virage de l'IA, son concurrent le fera. Et c'est pareil pour l'agriculture en fait. Donc il faut commencer à réfléchir à comment bien intégrer l'IA. L'IA, c'est un outil, c'est comme un marteau. Si vous vous en servez pour planter un clou, ça va. On ne s'en sert pas pour frapper quelqu'un. Donc on peut faire des mauvaises choses avec l'IA, je ne dis pas. Mais il y a plusieurs types d'IA. Donc historiquement, plutôt des IA analytiques qui permettent de prédire, d'analyser. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment la mode des IA génératives. Les IA génératives, elles permettent de générer des contenus, donc des textes, des images. Elles sont très connues en ce moment et très à la mode parce qu'elles sont simples, elles sont réalistes, elles sont rapides et elles sont hyper compétentes. Et nous, à Adventiel, par exemple, on récupère des modèles déjà entraînés qu'on va intégrer dans des systèmes et des applications pour les mettre à disposition des éleveurs. Et ça passe. Juste petit point, quand vous récupérez des modèles préentraînés, c'est bien de savoir que ces modèles, ils ont été entraînés sur des bases de données qui peuvent être plus ou moins fiables. On revient sur le sujet de la qualité des données. Par exemple, GPT, il a été entraîné à 84% sur du web, à 0% sur des publications scientifiques. Donc quand des scientifiques utilisent ChatGPT, pour moi, c'est un non-sens. Et puis, les acteurs sont majoritairement extra-européens. Vous avez OpenAI, Anthropic, Google, Meta. En fait, le seul petit français qui ressort un petit peu dans le classement, c'est Mistral. Mistral est vraiment le seul qui est français. Et il se place plutôt bien dans le classement, même s'il n'est pas dans le top. Quand on voit qu'ils ont investi beaucoup moins d'argent que les Américains, on peut vraiment être fier de leur travail. Donc il y a plein de risques liés à l'IA, des imperfections, des utilisations malveillantes, des impacts systémiques. Le premier risque quand on prend un modèle préentraîné, c'est les hallucinations. Les hallucinations, c'est quand le modèle il sait pas et il sait pas dire qu'il sait pas, donc il invente. Alors nous, pour ça, on utilise des techniques de grounding. Alors la traduction française, c'est ancrage, mais comme je suis ingé agro, je préfère utiliser le terme d'enracinement. C'est un collègue qui a eu l'idée, c'est vrai que j'aime bien ce terme-là. Et dans les méthodes d'enracinement qui sont les plus connues, vous avez par exemple le RAG. Alors je passe rapidement parce que je sais que j'ai pas trop de temps. Mais le RAG, le principe, c'est vous n'allez pas interroger directement le modèle. Le modèle, il va passer, vous allez récupérer la requête de l'utilisateur et vous avez un petit récupérateur intelligent qui va aller interroger les bases documentaires spécifiquement. Ce qui fait qu'on impose au modèle de ne donner des réponses que sourcées dans un corpus de documents qui peut être le vôtre. Donc ça peut être en interne et c'est particulièrement souverain. Donc ça, c'est un exemple de chatbot qu'on a réalisé qui permet d'avoir accès à ses propres données, de les visualiser. C'est vrai qu'on est beaucoup à l'ère du Power BI, mais aujourd'hui, par exemple, on peut en langage naturel demander des courbes, demander des graphiques. Et bien sûr, on continue d'utiliser des boutons pour rendre justement plus autonomes les acteurs de la filière. Donc je termine sur quelques recommandations. Déjà sur l'IA, et après je ne reparlerai plus, même si c'est mon dada. Déjà, comme pour tout outil du numérique, il faut arrêter de le voir comme une vision binaire. Soit c'est de l'assistance, soit c'est du remplacement. Non, ça va modifier nos métiers, ça c'est sûr. Par contre, c'est une vision qui est erronée. Et pour ça, j'utilise une citation ici de Yann Lequin, qui est pour moi l'une des plus grandes figures de l'intelligence artificielle au monde, qui est un Français qui a rejoint Facebook, parce que, voilà, à l'époque, qui s'appelle Meta maintenant. Et si on veut finalement avoir une souveraineté numérique agricole durable, on a 5 conseils. Alors bien sûr, chacun les interprète comme il le souhaite,
Mais le premier, c'est de renforcer la maîtrise des infrastructures et des données. Évidemment, nous, en tant que propriétaires d'un data center en France, on pense qu'il faut que vous privilégiez des solutions locales, les nôtres ou celles de nos concurrents, mais en tout cas des solutions locales, c'est important pour l'hébergement et le stockage des données agricoles. Que vous développiez des outils numériques adaptés et essayez de ne pas trop utiliser des outils extra-européens. Faire attention à la sécurisation des accès. Alors, il y a tous ces sujets de gouvernance, de risque de captation de données. Et puis, de surtout essayer de participer chacun. Alors, c'est vrai que c'est un pied vers la concurrence aussi, hein, d'ouvrir ces données, mais d'essayer d'accepter des standards d'interopérabilité pour faire progresser tout le monde et permettre à l'agriculteur de récupérer en amont de la filière de la valeur. Et on termine sur la partie IA, avoir des modèles souverains. Bon, clairement, nous, nos clients n'utilisent pas tous des modèles de Mistral, hein, on est très libre et puis ça dépend de leurs enjeux. Mais on conseille quand même de partir sur des modèles plutôt souverains ou alors très explicables et transparents. Et bien sûr, on aimerait que tous les acteurs se tournent vers une gouvernance plus collective en tout cas. Voilà. Alors si jamais vous souhaitez en parler plus, c'est vrai que j'étais déjà un peu bavarde, mais on fait toute une journée dédiée à la souveraineté en agriculture, le 20 mai à Paris. Donc si jamais vous êtes intéressé, on se fera un plaisir de vous y recevoir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci. J'avais une question sur les indicateurs que vous proposez. En général, ils sont co-construits entre vous et l'agriculteur ou c'est l'agriculteur qui est autonome pour construire ces indicateurs? Ni l'un ni l'autre. En général, nous, on travaille pour les entreprises qui embauchent des conseillers, par exemple. Des conseillers sur le terrain, des ingénieurs agro ou des personnes qui vont, eux, utiliser les indicateurs zootechniques pour procurer du conseil aux éleveurs. Donc c'est rare. Nous, on est rarement en contact direct avec l'éleveur. On fait des solutions qui lui sont distribuées. Donc évidemment, on les rencontre au moment des tests et dans les conceptions. Mais c'est en général des outils qui sont plutôt portés par des coopératives, des sociétés qui vont travailler avec les éleveurs. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, si. Vous recevez, ok. Vous avez dit que vous travaillez avec des modèles entraînés, déjà entraînés. Ok, bonjour. Je disais que vous avez dit que vous travaillez avec des modèles qui sont déjà entraînés. Par exemple, OpenAI ou Mistral. Dans le cas de OpenAI, on ne sait pas vraiment là où leurs données sont stockées déjà. Et est-ce que, concernant la souveraineté numérique, est-ce que cela ne représente pas peut-être un petit problème? Je vais être très honnête, aujourd'hui on n'utilise pas que du Mistral, mais on n'a pas utilisé encore pour nos clients du OpenAI. Ça va être plutôt du Anthropic pour le coup, parce qu'il y a quand même des valeurs un peu plus poussées que sur OpenAI, en tout cas plus transparentes. C'est plutôt ça, la charte est plus transparente. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Alors nous, quand on conçoit des chatbots, de toute façon, parce que c'est souvent des chatbots, on met ce qu'on appelle un proxy. C'est-à-dire que l'utilisateur n'interagit jamais directement avec le modèle de langage. On récupère le texte de l'utilisateur, on l'encapsule dans ce qu'on appelle une instruction et on lui dit, par exemple, détecte-moi parmi la liste des intentions que l'entreprise veut gérer, quelle intention est dans le message de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur veut parler à un humain ou l'utilisateur veut saisir une intervention. Et à ce moment-là, le modèle de langage va donner le code de sortie qui nous intéresse. Donc c'est vraiment... voilà. Et là, on rentre dans un arbre de décision classique où on dit si l'utilisateur veut, je ne sais pas, saisir une intervention dans le logiciel, à ce moment-là, il nous faut des infos. Est-ce qu'on les a déjà dans les derniers messages ou pas? Donc ça, on redemande au modèle de langage. Et si on ne les a pas, on va générer un message à l'utilisateur pour lui demander des précisions. Par exemple, si tu veux saisir une intervention, ok, à quelle date, quel type d'intervention? Et donc comme ça, on va boucler. Mais l'utilisateur ne va jamais interagir directement avec le modèle. Donc en fait, on contrôle tout. Donc il y a beaucoup moins de risques. Beaucoup, beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non ? On va laisser place à l'apéro du CIRPA.
Ah oui, et puis si jamais vous voulez venir au gîte, on a des petits flyers pour notre événement. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.